Bonjour et bienvenue dans En roue livre, le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir des livres de tous les genres, de toutes les époques et de tous les pays, parce qu'ici on n'aime pas trop les cloisonnements, pas plus que les étiquettes. En roue livre, c'est une immersion dans un ouvrage avec passion, avec intérêt, mais aussi avec une bonne dose d'humour et de second degré. Je suis Loubna Serraj, les livres et moi, c'est une vieille histoire d'amour qui, contrairement à ce que chante les Rita Mitsuko, ne finit pas mal. Enfin, je crois, du moins j'espère. Bref, les livres. Donc vous l'aurez compris, mais pas n'importe lesquels, spécialement ceux qui me font tourner la tête, le cœur ou les deux. En roue livre, épisode 1, c'est parti. Oui, puisque moi, au départ, je me suis trompé. Moi aussi, je voulais écrire un livre sur une femme méchante et perverse. Je me suis rendu compte que même 60 ans plus tard, moi, en me documentant de manière superficielle, je me trompais complètement. Donc je me suis pas dit, je vais prendre mon glaive de justicier et puis la venger. Simplement, j'ai voulu rétablir une sorte de vérité, de justice en tout cas. Je pense pas que c'était une femme extraordinaire, Pauline Dubuisson, mais au moins une femme normale et pas un monstre. Lui, c'est l'écrivain français Philippe Jahanada, sur le plateau de l'émission On n'est pas couché du 12 décembre 2015. Et ce livre dont il parle avec humilité, mais non sans enthousiasme, c'est l'un de ses récits les plus marquants, La Petite Femelle, publié aux éditions Julliard. Vous vous demandez, mais La Petite Femelle, c'est quel genre littéraire au juste ? Un roman ? Un récit ? Il est autant récit juridique et historique que roman biographique puisque le personnage principal, Pauline Dubuisson, a réellement existé. Pauline Dubuisson a été la scandaleuse, la ravageuse, celle dont la France entière réclamait la tête en 1953. Elle a été la jeune femme que tout condamne, la femme haïe, la femme dont l'écrivain découvre l'existence en lisant un ouvrage sur celles qui ont commis les plus grands crimes du XXe siècle. Intrigué, il s'intéresse à ce petit monstre, celle que l'on a surnommée la hyène du Nord, connue pour avoir le diable au corps, ce corps qui ne pensait qu'à coucher avec le plus grand nombre d'hommes. Place aux faits pour mieux comprendre. Nous sommes en 1951. Pauline Dubuisson est accusée d'avoir tué de sang-froid son amant par jalousie. Elle a 26 ans, l'affaire semble claire, limpide. Comme le dit Jahanada lors d'une interview, c'était vraiment comme les jeux du cirque, toute une société, représentée par le public, les avocats, le procureur. Il y avait une sorte d'unanimité de gens et de journaux très différents. Elle échappe de justesse, d'une voix seulement, celle d'une femme membre du jury, à la peine de mort. Puis, elle est condamnée en 1953 aux travaux forcés à perpétuité. Alors qu'à l'époque, l'indulgence était de rigueur pour ce qu'on qualifiait de crimes passionnels et pour lesquels on prononçait des peines de 5 années de prison maximum quand ce n'était pas l'acquittement. Pour l'anecdote, c'est ce procès auquel assiste Jacques Vergès qui lui aurait confirmé sa vocation pour le métier d'avocat. Et là, nous découvrons l'évidence, à savoir qu'un dossier de justice, c'est toujours le début d'un roman, le commencement d'une tragédie. Mais ce roman et cette tragédie sont inachevés. Et de ce drame en train de se dérouler devant nous, nous sommes avocats successivement, les spectateurs, puis les confidents du personnage principal, celui qui donne son nom à la tragédie, Macbeth, Othello, Faust. Merci Jacques. Mais revenons à la tragédie de Pauline Dubuisson. Cette affaire qui a l'air si simple et pourtant loin de l'être. Le détective Jahanada va mener une véritable enquête d'investigation d'une année et découvrira que l'instruction a été bâclée et que le procès a été vite expédié. Il confie le résultat dans ce livre à La Petite Femelle qui est triplement édifiant. D'abord, le style jahanadesque, qui multiplie les digressions avec des commentaires comiques, acerbes ou nostalgiques mis entre parenthèses. Ensuite, par son regard sensible sur cette femme si incomprise. Et enfin, par le maintien du suspense d'une manière assez remarquable quand on pense que l'on connaît d'emblée l'issue de l'histoire. Et pour connaître Pauline Dubuisson, la criminelle, Jahanada commence par nous parler de ce qui s'est passé avant ce fait divers si dramatique. Dans les 300 premières pages, à ce stade, si vous posez la question, il y en a 700. Dans les 300 premières pages, donc, on apprend que Pauline est née en 1927 à Dunkerque, dans le nord de la France. Que c'est une petite fille précoce, grâce notamment à l'éducation quasi exclusive de son père, le colonel André Dubuisson, ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Un homme austère, il est même à l'austérité ce que l'eau est à l'humidité, écrit Jahanada. Ce père lui fait lire du Nietzsche à 12 ans et lui apprend à ne jamais montrer ses faiblesses ni ce qu'elle ressent.
La mère, elle, est effacée et presque transparente. Son père la traite comme un être exceptionnel, lui passe tous ses caprices, de plus en plus fréquents, forcément. Il en fait à la fois sa prisonnière et la reine de la maison. Seul éducateur, il alterne très équitablement l'autoritarisme et le laxisme. On imagine ce que cela peut causer dans la tête d'une personne de 7 ans. Mais c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour se sentir le droit de construire sa fille comme un bateau, de la blinder comme un cuirassé, ou de la dresser comme un pur sang, de lui apprendre à gagner. Tout à son travail de petit créateur amateur, il oublie juste que les meilleurs des pur sang se cabrent et ruent, souvent plus que les autres d'ailleurs, et que même un cuirassé peut couler. C'est la mère qui décide. En 1940, avec l'occupation et l'entrée des Allemands dans la ville, passage très intéressant d'ailleurs, l'adolescente est fascinée par ses soldats. Elle est même poussée dans leurs bras par son père pour donner un coup de pouce à son entreprise familiale, spécialisée dans les travaux publics. Pauline fera comme les pieds de vigne qu'on plante sous des tas de pierres, eux pour leur bien, du moins celui du vin qu'ils produiront. Elle va s'endurcir malgré elle, sa sexualité aussi. Elle s'aperçoit vite de 2 choses. D'abord que les garçons n'ont pas les entraves, les réticences et pudeurs des filles convenablement élevées. Ils utilisent leur propre corps sans se poser de questions, prennent ce qu'on leur propose et profitent simplement du plaisir que cela procure. Ensuite, revers de cette heureuse médaille, qu'il est assez simple de les conquérir, de triompher d'eux, dirait son père, à qui elle compte bien donner satisfaction. Au début des années 40, Pauline découvre donc la liberté et son pouvoir sur la gente masculine. Elle en joue même, et elle tombe amoureuse d'un jeune soldat allemand, puis d'un médecin des troupes occupantes. Des amours qui lui seront reprochés des années plus tard, mais on y reviendra. Après la guerre, elle entame des études de médecine et une liaison avec Félix Bailey, étudiant lui aussi, qui la supplie de l'épouser. Tout a l'air d'aller aussi bien que possible, sauf qu'elle hésite, sauf qu'elle se rêve médecin, pédiatre plus précisément, et pas femme de médecin, quelle hérésie. Sauf qu'elle ne veut pas se faire passer la corde au cou. L'expression n'est pas anodine car Félix refuse que sa femme travaille. Pauline part, revient, ne sait pas. Félix finit par se fiancer à une autre qui n'aspire qu'à être une épouse. Cela aurait pu être une histoire banale si, en ce 17 mars 1951, Pauline ne l'avait pas tué avant de tenter de se suicider. Pauline Dubuisson a tué Félix Bailey, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais alors, pourquoi diable toute cette enquête ? Philippe Jahanada serait-il un adepte des vérités alternatives, des post-vérités ? Ce concept de post-truth fait son apparition, en effet, à la fin du XXe siècle. En 1986, le philosophe américain Harry Frankfurt publie un article intitulé « De l'art de dire des conneries », dans lequel il établit un degré de parenté entre le mensonge, l'ail, et ce qu'il appelle le baratin, la connerie, c'est comme ça qu'on pourrait traduire le mot anglais « bullshit ». Alors que le livre de Jahanada est loin de tout bullshit. Ce n'est pas le meurtre en lui-même qui est remis en cause, même si la question de la préméditation est posée. L'objectif est de s'intéresser au déroulement de l'instruction et du procès qui suivront, qui ne condamneront pas celle qui a tué, mais celle qui est jugée par les journalistes et la bonne société bourgeoise comme étant trop libre, trop légère, trop intelligente, trop fière, pas assez repentante. Elle est moquée, humiliée, quitte à inventer des faits pour bien noircir le tableau. Jahanada écrit « Elle sait que ce n'est pas elle qu'on juge, mais une Pauline qu'on a fabriquée et qui se substitue à elle sous ses yeux, sans qu'elle puisse intervenir. Pour tout le monde, c'est la vraie Pauline. » C'est donc la cible parfaite pour la rage collective dirigée contre ces femmes qui ont eu des relations sexuelles ou qui ont été amoureuses de soldats allemands. Ce qu'on attaque et salit chez ces femmes boucs émissaires, ce n'est pas leur esprit de traîtresse, de complice de l'ennemi. On ne les emprisonne pas. On ne les traite pas de collabos, mais de salopes et de putains. On vise avant tout leur féminité. C'est par là qu'elles sont coupables, et c'est sur cela que l'on peut se défouler. Tout ce qui les différencie des hommes est bon à prendre. Leurs cheveux longs qu'on supprime, leurs robes qu'on déchire, leur corps qu'on expose en public, leurs seins qu'on couvre de croix gammées. On retrouve cet esprit dans un reportage sur la tondue de Chartres diffusé le 21 mars 2019 sur France 3. L'épuration en France, période noire de la libération en 1944, synonyme de justice sommaire, de scènes expiatoires, de femmes brisées, comme celle immortalisée par Robert Capa dans les rues de Chartres. Pour l'écrivain, ce qu'on appelle l'affaire Dubuisson illustre la misogynie encore forte dans la France des années 50. Ni les policiers, ni les juges, ni l'opinion publique galvanisée par des journalistes qui se sont vautrés dans la surenchère n'ont supporté l'attitude de Pauline Dubuisson.
comme le souligne l'auteur, elle n'a jamais baissé la tête, ne s'est jamais tordu les doigts en sanglotant de honte comme doit le faire une femme. Elle n'a pas poussé des cris hystériques, ni jamais ne les a suppliés de lui pardonner. Et cette résistance frontale, cette insolence les a rendus fous, de rage. Ils l'ont vaincue, évidemment, ils l'ont détruite. Un procès médiatique qui supplante son pendant juridique, voilà quelque chose que l'on connaît bien de nos jours. Et si vous avez un doute sur l'influence de la presse de l'époque, délestée de ces si méchants réseaux sociaux, écoutez plutôt les archives impressionnantes qu'a déterré Philippe Jaénada. La hyène, la salope, une misérable petite putain, une fille sans âme, une garce, un monstre, une meurtrière qui a tué plus qu'un homme, qui a tué la pureté. Mauvaise, féroce, perverse, diabolique, insensible, amorale. Tous ces mots lui ont été appliqués, plutôt jetés dessus, dans la presse et dans les rues, partout en France. Madeleine Jacob, chronique judiciaire sans pincettes ni scrupules, a écrit dans Libération, le journal qui a été créé dans la clandestinité en 1941 et a couvert l'après-guerre jusqu'en 64, pas celui de Sartre ou de Julie. Madeleine Jacob donc écrit « Orgueilleuse, obstinée, sensuelle, égoïste, méchante et comédienne. Tout cela se lit au premier regard sur le visage pâle et émacié de Pauline Dubuisson. » Voilà un petit échantillon de ce qui était publié à l'époque. Autant dire que Pauline Dubuisson n'avait que peu de chance, pour ne pas dire aucune, de s'attirer une quelconque empathie. Mais La Petite Femelle n'est pas qu'une tentative de réhabilitation posthume de l'écrivain. Ce livre a une réelle portée littéraire. Même si vous ne savez pas qui est Pauline Dubuisson, même si cela vous passe par-dessus la tête de revenir sur son affaire, aussi tragique soit-elle, ce roman palpitant se lit comme une enquête policière. Le récit, celui de l'intime comme celui de l'histoire, tient en haleine de la bataille de Dunkerque à la France des années pré-68. En fil conducteur, il y a cette recherche et cette volonté d'inviter les lecteurs et les lectrices à se forger leur propre opinion, loin de ce tourbillon de l'époque qui a fait perdre la raison au plus raisonnable, qui a fait choisir son camp au plus modéré. Je finirai cet épisode d'En roue libre avec quelques mots de l'auteur. On ne trouvera pas une ombre de qualité à Pauline, uniquement des défauts. Et à peu près tous. C'est la ruée vers l'abject. On a du mal à croire quand on connaît vraiment sa vie, son caractère et ses actes, même si elle est loin d'être une sainte, un ange ou une nonne. Mais ce jour-là, il faut être bien clairvoyant ou prendre bien du recul dans ce gros concert d'animosité, de coups bas et d'anathèmes irrévocables, pour réussir à penser que cela ne peut pas être aussi simple, qu'il existe une possibilité pour qu'elle ne soit pas, de manière si primaire, l'incarnation même du mal. Paul Valéry aurait déclaré ou écrit, mais personne ne dit où, je ne trouve pas et j'ai la flemme de chercher partout, que ce soit lui ou ma tante n'a pas grande importance du moment qu'on est d'accord, il y a plus faux que le faux, c'est le mélange du vrai et du faux. Pour les cinéphiles, l'histoire de Pauline Dubuisson a inspiré Henri-Georges Clouzot en 1960 dans La Vérité, où le rôle-titre a été porté par Brigitte Bardot. 61 ans plus tard, un téléfilm, beaucoup plus fidèle au récit de Jaénada, a été réalisé par Philippe Faucon sous le même titre de La Petite Femelle. Je m'appelle Loubna Serraj et c'était En roue livre, un podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir des livres de tous les genres et de toutes les époques. Ce premier épisode était consacré à La Petite Femelle de Philippe Jaénada, publié chez Julliard en 2015 et disponible également en version poche aux éditions Point. Merci à Atman Jmed pour la réalisation et merci à mon ami Bouchra El-Azari pour l'accompagnement à la production. Et merci surtout à vous d'avoir écouté En roue livre.